fracking does. Listen to me when I tell you that you do not want your people here to die when they come to your communities, because that's what happens. People die because of fracking. No more. Suez, no more fracking. Stop killing the people and stop killing our babies. Suez is killing the future. My name is Candy Austin. Candy Austin. I'm from North Dakota and I'm a indigenous woman. Allez-y. Ça va pas, monsieur? Vous êtes en train de visiter votre machin là. Bravo, alors là, bravo. Quelle belle ambiance il y a en France. About the all solutions Okay, where did you go? Did you grab her? No, she was right next to me. On empêche ces gens-là. You can make your voice heard when you haven't got 250,000 euros. It's to do something like this. Take direct action, make a noise, and actually make our voices heard. Money will not silence the people, and we will be heard. En français, en fait, on est là parce que la sécurité vient essayer de nous empêcher de dire la vérité. On va dire la vérité à pouvoir ici parce qu'on a les entreprises comme Engie, HSBC, BNP Paribas, tous sont très bien impliqués dans les fossiles et dans le réchauffement climatique. Et en fait, nous, on est là pour parler la vérité au pouvoir et pour dire que nos communautés, on a ici la communauté de Nord-Amérique, de Sud-Afrique, partout, qui luttent contre ces entreprises, dans nos communautés, de la destruction qui se passe là-bas. On est là pour dire qu'en fait, ils ne sont pas partie de la solution. C'est nous qui sommes les solutions. Eux, ils achètent la fausse solution. Ils peuvent donner les milliards de publicité, mais ils ne vont jamais gagner parce qu'en fait, c'est le pouvoir reste avec le peuple. Et en fait, la sécurité, carrément, travaille pour le pouvoir et l'argent. Mais ici, on va trouver un moyen de nous exprimer. Et s'il faut prendre les actions directes, s'il faut désobéir, ça vaut de la peine parce que sinon, l'urgence climatique est tellement haute qu'il faut agir. Il faut agir ici, maintenant, de faire nos voix entendues. Nous, on est les activistes concernés. Justement, vous êtes militant ou activiste? Il vaut mieux être activiste aujourd'hui? À mon avis, il n'y a pas de mélange entre les deux. On fait tout le même truc. Allez. Whoa!
c'est bon. Oui, mais ça s'arrête là. C'est scandaleux quand même. Hein. C'est scandaleux. Regardez Coca-Cola, regardez tout ce qu'il y a là. Et on a éjecté vos collègues. Mais alors, c'est pas mes collègues, hein, ce sont, si vous voulez, des gens qui étaient Oui, là. mais au sujet du même sujet. Oui, voilà. C'est eux qui nous ont appris tout ça. Moi, je les écoutais, je me suis trouvée ceinturée par des types qui sont arrivés comme des fous. Et je commence à faire une crisade, ils ne voulaient pas me laisser passer. En plus, qu'est-ce que c'est cette histoire-là de prendre les citoyens en otage? La police est là pour nous protéger, pas pour nous jeter dehors. Vous avez vu qui je suis? Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Ils ont une violence envers le citoyen qui est monstrueuse. Alors, madame, moins que 10 mots, quelle est votre opinion en général? Moins que 10 mots? Moins que 10 mots. 10 mots, votre opinion? Ok. Franchement, on nous ment. Et à ce rythme-là, c'est sûr que le réchauffement climatique, ça nous pète à la gueule. Vous appartenez à une ONG? Pas du tout. Je suis une citoyenne. Et j'appelle tous les citoyens à effectivement faire comme moi. Je crois que chaque citoyen doit se prendre en charge maintenant. Nous avons des personnes directement impactées par ces multinationales qui sont bloquées dans les queues dehors. Elles souhaitaient simplement pouvoir venir discuter et donner un contre-point de vue. Même nous, on ne peut pas avancer, vous voyez. Un beau geste, ce serait qu'on puisse, que vous puissiez aller sur la table de conférence. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Nous, nous acceptons tout débat contradictoire avec qui que ce soit. Mais il va se faire jeter par la police, il y a la police qui l'attend là. La police est là, il y a la police qui veut le jeter dehors. Moi? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? On va avoir parlé pendant la République. On est en liberté d'expression, on est en France, il y a la police partout pour virer des gens comme vous. C'est dingue. La police devrait s'occuper des criminels climatiques qui sont ici. La police, moi j'ai aucun problème avec la police. Mais vous allez vous faire jeter, monsieur. Vous avez vu? Pourquoi il va se faire jeter? Vous avez vu le nombre de policiers qu'il y a ici pour les jeter? Vous voyez, il y a des caméras ici. Je pense pas que nous ayons violent jusqu'à présent. Nous avons mais vous allez vous faire jeter? Je veux savoir pourquoi la police ne veut pas. Arrêtez-les. La police ne veut pas que vous exprimez. C'est quoi le problème? Le problème, monsieur, c'est la justice climatique. Le problème, il est qu'ici, la liberté de parole, elle s'achète. Les entreprises qui sont là, elles ont acheté leur Yeah, all our friends are outside now. So you're the last supervisor? Sorry? Event? The protest? Yes, I'm part of the protest. No, I'm sorry. I wish I did. This protest is about exposing multinational corporations for the greenwashers that they are. They pretend to have technological fixes, but they don't. Actually, what they're doing is profiteering off the death and destruction of communities all over the world. This company did it to Australia, where I'm from, and now they refuse to pay our community $18 million in compensation for a coal fire that burned for 45 days. We want them out of Australia. We want them to pay the money to the Australian community that they owe. And we want the world to understand multinational corporations don't care about our future. They don't care about renewable energy. All they care about is making money off people. And it has to stop. We don't have any more time. I'm Sam Castro. I'm with Friends of the Earth in Australia. And Engie is the company that destroyed a town in my community back in Australia. You're welcome. De dire que ce qui est fait ici ou ailleurs, c'est du greenwashing. Là, on parle français, c'est-à-dire de l'écologie qui ne répond pas aux enjeux. Moi, j'ai lancé des projets, et en particulier sur le carbone, pour offrir des solutions à tout le monde, pas simplement à l'Europe, mais aussi à l'Afrique.
créé en Afrique au début de l'année. Alors après, si on dit qu'à chaque fois qu'on avance et qu'on essaye de construire des choses, on y est par principe opposé. Et parce qu'on y est par principe opposé, on peut chanter et hurler, bon, ben, on n'avance pas. Donc moi j'accepte tout à fait Si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Avec nous, Stéphane. Allez. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, jamais avancé tant qu'on n'a plus une industrie, tant qu'on n'a plus de gouvernement à l'échelle mondiale, parce que c'est comme ça que c'est pris, et que tout ce qui peut être fait, c'est traduit par des manières de considérer que c'est pas à la hauteur de la solution. Si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Voilà. Allez, c'est bon, maintenant. Des solutions qui sont ici. La méthanisation, par exemple. si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Bon bah c'est bien. Si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Stéphane, le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Avec nous, Stéphane. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, on sait que tu aimes le greenwashing. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Merci Stéphane. Si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains. Si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, si tu aimes le greenwashing, t'as dans tes mains.
Everything Washington dans tes mains. Everything Washington dans tes mains. Romain. Liberté de Washington dans tes mains. Everything Washington dans tes mains. Nous avons des solutions criminelles. 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 Allez chanter. Il n'y en a pas qui veulent lâcher les femmes. Il n'y en a pas qui veulent se lever de leur plein gré là parce que sinon on va être obligé de les aider. Ça revient au même, hein. C'est bon, c'est passé maintenant. Allez, chantez. Allez, allez. Ah putain. Reposez les dents les gars, là, il y a qu'à moi. C'est parti. Voilà. Ok. Allez poser des questions. Déclaration de Guinée. Allez, go. Allez, casse. Casse. Voilà. Allez. Can you say something? Regarde la ligne, regarde la ligne. Allez, on y va. Alice, allez, on y va. Allez, on y va. Madame, faut pas tomber. Regarde la ligne. On y va. Ouais, voilà. Hop, allez, on fait une première ligne ici. Allez les gars, fermez là. Vous mirez. They want to burn coal to make money and pretend new technology solution. My children's future is their future. Et voilà. Il y a 63 peut-être la moitié. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous amène la police? Je vais avoir le fait dans le fait. Giornale,
La 21-21 là. Ok, allez, direction le sud. Allez, c'est bon. J'ai dit à des femmes, je suis en train de travailler. Il les relâche ou il les emmène au commissariat? Alors là, je viens d'avoir de leurs nouvelles à l'instant, je les ai eu tous les deux au téléphone, donc ils sont dehors. A priori, donc une des membres du Conseil fédéral des Amis de la Terre, elle, c'est un contrôle d'identité qui est en train de suivre, on dirait méchant. Et le coordinateur des campagnes qui a été arraché très violemment, on va dire, au groupe tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas dire autre chose, à l'heure actuelle est dehors, je viens de l'avoir au téléphone, il va bien. Voilà. Qui on est rassuré, tout le monde est vivant. C'est ça. Mais il a été exfiltré assez violemment. Voilà, bah t'étais juste à côté. Oui, ils les ont arrachés à 5, ils sont rentrés à 5 dedans, ils l'ont arraché quoi. Et, voilà, c'est ça, ouais. Au niveau de violence, c'était extrême. Poussez-vous. Non, poussez-vous. Je m'étrangle. Des activistes qui protestent contre l'Angie et sont éjectés. Oui, c'est ça, c'est des protestes en général, je crois. Par rapport au dispositif de sécurité? Oui, il y a beaucoup de sécurité, I think, but it's a public gathering, so I suppose it's part of the... D'accord. Ça c'est une collection, ça c'est une exposition publique, alors il y a deux côtés de chaque question. En français. Alors, Pascal Sebido, un chercheur militant pour Corporate Europe Observatory. D'accord. Donc, moi j'étais à Grand Palais le vendredi parce qu'on avait organisé une grosse action pour vraiment empêcher les grosses entreprises qui étaient à l'intérieur avec leurs expositions de faire le greenwashing. Donc on y allait pour les dénoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc au Grand Palais, on était à l'intérieur de faire un toxic tour, donc faire un tour avec les communautés affectées, de dénoncer les entreprises comme Engie, Vinci, etc. et les autres comme Veolia, et dévoiler le greenwashing et dire la vérité. Et en fait, la réaction de la police était assez, je dis violent parce qu'en fait, en comparaison avec ce qu'on faisait nous, c'était extrême. Il y avait des centaines de policiers à l'intérieur qui nous ont pris assez fortement. Moi, j'étais pris par les jambes, les bras, partout. Ouais, j'ai fait un peu mal au genou, mais c'est pas le pire qui se passait. Ils n'avaient pas les bâtons, c'était les flics en civil. Donc, à mon avis, c'était pire à l'extérieur où ils ont commencé à utiliser la force et le lacrymogène, le spray de poivre. Donc à l'intérieur, Engie avait un stand qui montrait le solaire comme une solution, mais Engie, qui est un
une grande utilité d'énergie. Ici en France, une des plus grosses multinationales françaises. Et en fait, le roi de charbon, il a plus que 30 centrales de charbon et toute seule contribue plus ou moins 50% des émissions de gaz à effet de serre ici en France. Et donc aussi qui est impliqué dans le lobby pour le gaz de schiste, qui est le lobby contre les renouvelables et l'énergie décentralisée. Et en fait, le plus gros greenwashing qu'on a vu, c'est que Engie a changé son nom. C'était en fait GDF Suez qui est bien connu, mais Engie c'est comme une nouvelle personnalité. Mais en plus d'être sponsor de Solution COP21 Grand Palais, Engie est aussi sponsor de le COP21 officiellement, donc le Borget, les négociations. Ouais. Donc en fait Engie qui est un des gros sponsors de Solution COP21 et en plus le sponsor de COP21 est un des plus gros pollueurs en France qui a une flotte de centrales de charbon, de 30 centrales qui inclut aussi, pas juste en France mais en Angleterre, en Pologne, un peu partout, qui cause énormément de dommages sur l'environnement, sur la santé des gens qui habitent autour, qui sont aussi impliqués, je crois, dans les centrales dans le pays du Sud, surtout en Turquie, en Turquie. Merci, super. Donc au Grand Palais pendant l'action, c'était appelé en fait par pas mal d'organisations. On avait Climate Justice Action, qui est un réseau d'organisations de grassroots en Europe, qui s'est organisé pendant les dernières années pour COP21. En plus, on avait les syndicats, on avait les paysans, les militants d'attaque. Donc c'est un grand mélange. Et aussi à l'intérieur, on avait le peuple indigène d'Amérique du Nord, la Première Nation, qui dénonçait le gaz de schiste et le rôle de Suez en ça. Ouais, en fait, quelques gens étaient blessés. Il y avait un caméraman, je crois, un mec de son qui était frappé dans la tête par la police. Plusieurs des potes qui étaient gazés avec le gel, un spray de poivre. Et le bâton était utilisé à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était plus la police a essayé de nous encercler et nous pousser avec force, mais sans armes. Donc, parce que l'image est très sensible à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'était plus facile pour eux de vraiment juste utiliser la violence. Ouais, donc on dénonce sans doute le greenwashing à l'extérieur et les fausses solutions que les entreprises comme Engie, Veolia, Vinci poussent. Et on dénonce le fait qu'ils sont si proches à nos décideurs. Si on veut vraiment résoudre le problème de déréglementation climatique, il faut assurer que ces entreprises même sont dehors de nos gouvernements, dehors de ces négociations et vraiment loin de les mêmes fonctionnaires qui font la politique. Parce que sinon, on ne va jamais avoir une politique dans l'intérêt du public et pas de business. Le greenwashing, c'est quoi d'ailleurs? En fait, le greenwashing, c'est une façon de présenter vos activités comme propres. Par exemple, si on a Total, qui est un grand pétrolier, qui présente maintenant ses activités comme propres parce qu'il va vers le gaz. Tout le monde sait que le gaz est toujours fossile et le gaz de schiste surtout est très très nuisant. Mais c'est une façon de masquer en fait le modèle de business au cœur. Donc soit avec le petit exemplaire, tu dis on va faire un peu de solaire, des éoliens, ou juste avec le marketing, tu transformes l'image de le business. Donc c'est de vous présenter comme vert. D'accord. Est-ce que tu peux me le refaire en 20 secondes? Ouais. C'est le greenwashing, c'est en fait les attentes par les entreprises de présenter l'image vert quand la réalité que surtout à Solution COP21, ils sont les gros pollueurs et c'est juste le marketing. Donc moi je travaille en fait, je suis salarié pour Corporate Europe Observatory à Bruxelles. On a un petit watchdog de lobby, mais on a travaillé avec beaucoup des autres, les peuples indigènes, les paysans, les travailleurs, les syndicats, d'organiser cette action. Donc nous à Bruxelles, on essaie de dévoiler le rôle et l'influence des lobbies des multinationales sur la politique. Donc la seule façon qu'on va vraiment combattre le changement climatique, c'est de changer le système. Et de changer ce système, le système économique, le système de production d'énergie, de nourriture, c'est de sensibilisation des gens. Déjà, c'est bien de le faire, mais c'est un peu une arnaque parce qu'il n'y a pas de volonté politique derrière. Il faudrait qu'il y ait quelque chose, il faudrait que les gouvernements aient vraiment envie de négocier pour parvenir à un accord, à un vrai accord.
faut vraiment changer quelque chose radicalement au niveau du système. Ils continuent à jurer que par la croissance. Pour eux, c'est la croissance verte. On va trouver des solutions. Il n'y aura aucune solution si on ne change pas complètement de point de vue sur notre façon de consommer, sur notre façon de fonctionner d'une façon générale. On est où ici? Alors, on est au village des alternatives à Montreuil. C'est très sympa. Le thème du village, là, c'est vraiment d'avoir de vraies alternatives pour le climat. Et contrairement à ce que la COP21 le salon de la COP21, c'était des fausses solutions l'autre jour au Grand Palais. C'était des solutions avec des boîtes comme Engie, enfin c'est ex-GDF, c'est le charbon et les énergies fossiles. C'était Avril, c'est les OGM, etc. C'était vraiment que c'est Coca-Cola qui essayaient de nous proposer leur solution bidon. Alors que là, ici, c'est vraiment des alternatives pour vraiment faire quelque chose, pour consommer moins, sans forcément avoir consommer moins, mais vivre mieux. Hein. C'est pas du tout contradictoire. La COP21, c'est une organisation qui est un peu une escroquerie, dans la mesure où on veut nous faire croire qu'il se passe des choses et qu'il y a des négociations, mais en réalité, on n'a pas l'impression que ça avance tellement. Oui, il y a eu, tout à fait, il y a eu un salon, une expo des solutions, soi-disant, de la COP21. Et en réalité, c'était plutôt des fausses solutions. C'était des grosses boîtes comme Engie, donc c'est ex-GDF, le gaz, les énergies fossiles, les mines de charbon à gogo, etc. C'était Avril, c'est les OGM, les agrocarburants, c'était Coca-Cola, etc. C'était que des boîtes qui en fait polluent la planète, essayent de se faire un peu d'éco-blanchiment, faire croire qu'elles font quelque chose. Donc c'était vraiment des solutions bidons. Donc il y a eu vraiment une action massive. Oui, donc belle action vendredi au Grand Palais. C'était l'expo des fausses solutions de la COP21. Les grosses boîtes qui viennent faire leur éco-blanchiment, faire croire qu'elles font quelque chose pour la planète. Et en fait, c'était Engie, c'est les mines de charbon, c'est les énergies fossiles à fond. C'était Avril, c'est les agrocarburants, les OGM, etc. Bon, c'était Vinci, eux c'est Notre-Dame-des-Landes. Coca-Cola, c'est sponsor des guerres de Bush, etc., qui maintenant se met à sponsoriser la COP. Donc c'était, enfin, il n'y a pas que des boîtes comme ça, mais beaucoup de boîtes comme ça. On était venus pour leur rappeler, leur montrer que leurs solutions, les solutions qu'ils proposent sont complètement bidons. Enfin, il faut carrément changer, il faut carrément réduire notre consommation, il faut changer de système. Il ne faut pas continuer dans ce système en essayant de mettre un peu de sparadrap sur une jambe de bois. Donc, on a fait une belle action vendredi, puisqu'il y a eu c'était vraiment une action de masse, un grand nombre de personnes qui ont réussi à rentrer. On a un bon nombre de militants qui ont réussi à rentrer dans l'expo. Il y en a une partie qui est restée à l'extérieur, qui n'a pas pu rentrer, qui ont été bloqués. Mais un bon nombre a réussi à rentrer. Et au bout d'un moment, prise de parole sur les différents stands pour dénoncer leurs agissements. Et immédiatement, la police en nombre qui était là, en civil, qui nous a encerclés, qui nous a contenus, etc., qui nous a empêchés de parler, et qui a encerclé également les journalistes qui étaient présents sur place. Donc on s'est retrouvés là, dans une nasse. Ils nous ont dit qu'on pourrait avancer pour aller voir les stands qu'on avait l'intention de voir. Et puis en fait, ils nous ont bloqués dans un couloir. Et ils ont brutalement interpellé la personne qui était interviewée à ce moment-là par la caméra et qui expliquait ce qui se passait. Ça fait une grosse bousculade. Et donc il y a même des journalistes qui ont été blessés, 2 journalistes qui ont été blessés. Et ensuite, ils nous ont maintenus là pendant un long moment avant d'avoir des instructions. Et il y avait une bonne ambiance, puisqu'on était vraiment dans les slogans, etc.,
sur l'action. On serait bien resté là plus longtemps, mais donc ils ont voulu nous évacuer. On s'est assis, enfin une partie d'entre nous sont assis, sont attachés entre eux, et on a été relativement brutalement interpellés pour être expulsés de l'expo. Ouais. Il y a eu un journaliste de France 3 qui a eu, lorsque la première personne a été interpellée, elle a été bousculée par les policiers, elle a été carrément projetée par terre, tapée sur la tête, et lorsqu'on a été évacué, elle demandait comment faire pour porter plainte auprès de la police, puisqu'elle était vraiment choquée. Il y a eu un autre journaliste qui a eu apparemment un coup d'un policier, ça devait être les policiers de la BAC, ils ne sont pas tendres, un coup sur un appareil photo qui est venu taper sur sa tête, donc il a balafré la tête. Et puis il y a eu aussi une dame qui était en état de choc, une dame qui était asthmatique, qui a été pris apparemment dans le mouvement et qui n'était pas du tout au courant de quoi que ce soit, qui était vraiment là par hasard, et qui se retrouve embarquée par la police et était très choquée. Et elle avait son inhalateur, là elle ne tenait pas debout, elle était vraiment traumatisée, apparemment. Il y a eu voilà, un dégât collatéral parmi d'autres. Là, on est vraiment motivé par rapport à la COP21 parce qu'il y a carrément des militants qui ont été assignés à résidence. Il y a des manifestations qui sont interdites, qui sont réprimées. Donc, au lieu de calmer les éventuelles protestations, ça a le résultat inverse. Les gens protestent encore plus, donc il y a encore plus d'actions militantes par rapport à ce thème de la COP21. Il y avait des gens de plein d'organisations différentes. Moi, je suis des désobéissants, mais il y avait les Amis de la Terre, il y avait plein d'organisations différentes. Et c'est vraiment bien parce que c'est une action commune de différents collectifs, puis des individus. Il peut y avoir plein de choses. C'est vrai que c'était une belle action. Oui, il y a eu ces attentats et cet état d'urgence qui a été décrété. On se retrouve immédiatement des bombardements sur la Syrie. Donc on est vraiment dans un engrenage de violence et un engrenage de guerre, et ça déteint sur la COP21, c'est-à-dire qu'ils utilisent cet état d'urgence pour réprimer les manifestations, interdire les manifestations, et assigner à résidence les militants. Donc là, ils ne sont plus du tout dans les actions contre les éventuels terroristes. C'est étrangler, essayer d'empêcher la contestation militante écologiste. Ça devient complètement délirant, mais c'est totalement contre-productif, puisque au contraire, on est encore plus motivé pour essayer de faire quelque chose. On est à Montreuil pour le village des alternatives organisé par Alternativa et la coalition Climat 21. C'est vraiment très sympa. Et qu'est-ce qu'ils proposent ces gens-là? Ils proposent des vraies alternatives, contrairement aux fausses qu'on a vues l'autre jour au Grand Palais. C'est-à-dire des alternatives de réduction de notre consommation, de changement de notre mode de vie. Enfin, c'est pas forcément une réduction de notre mode de vie, c'est au contraire vivre mieux, mais avec moins, éventuellement. Moi, je suis une militante, je fais partie d'un certain nombre d'associations, donc je rends bénévole et puis je fais quelques actions. Et donc là, je suis venue à la COP21, à l'appel d'un certain nombre d'associations et de collectifs pour dénoncer le greenwashing que constitue la COP21. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui participent ne sont pas porteurs de quelques petites solutions techniques, mais globalement, la COP21 est quand même soutenue et a pour partenaire des entreprises et des multinationales qui sont extrêmement toxiques pour l'environnement. Donc il y a un double discours. Elles disent qu'elles vont nous aider et en fait elles continuent à polluer la planète, à vider de ses ressources. Et elles génèrent encore de l'injustice sociale
etc. Donc c'était pour dénoncer tout ça qu'il y avait une action aujourd'hui. Je suis militante et je suis venue à l'appel d'un certain nombre d'associations et collectifs qui ont décidé de faire une action pour dénoncer le greenwashing que constitue la COP21. Le greenwashing, c'est donc le blanchiment en vert de tout ce qui est polluant et qui génère de l'injustice sociale, humaine, etc. Donc on est venu dénoncer tout ça aujourd'hui. Alors on est venu dénoncer le greenwashing de beaucoup de multinationales qui prétendent par des petites solutions techniques pouvoir changer le monde, alors que nous ce qu'on demande c'est une vraie volonté politique. Et donc on voulait signifier aux gens qui visitent la COP21 qui se font berner. Les habitants, ça me dérange pas. C'est ouais. Moi je croyais que tout le monde se connaît. Ça sert à rien de faire Si vous avez été dans l'eau froide, vous le savez, vous mettez plus décider la température, ils sont grandis, et il ne sent pas, il fait bien, et si on fait bien, Bonne journée. Au revoir. Bienvenue sur le stand d'Engie. Donc, peut-être avant de vous dire un mot des solutions, pourquoi est-ce qu'on est là, tout simplement parce que Engie, en tant qu'énergéticien, est engagé dans la lutte contre le changement climatique, puisque c'est 2/3 des émissions mondiales, donc ça fait partie de notre responsabilité environnementale et sociétale. Et puis deuxièmement, il est important de montrer que d'ores et déjà aujourd'hui, un certain nombre de solutions existent, des solutions qui sont soit directement opérationnelles, qu'on peut mettre en place dès maintenant, ou qui le seront assez rapidement demain. Et c'est important de montrer aussi aux consommateurs, aux clients, aux citoyens que ces solutions existent, parce que c'est aussi la demande qui va permettre un déploiement plus rapide de toutes ces solutions. Alors les solutions qu'on a rassemblées ici sur ce stand, eh bien, très souvent ce sont des solutions dont Engie favorise le développement, mais qui n'ont pas forcément été développées en interne. Notamment, on procède à l'incubation, ce qu'on appelle l'incubation de start-up, qui ont de bonnes idées, et donc on les aide, que ce soit financièrement, techniquement, avec l'intervention d'experts d'Engie, ou tout simplement administrativement, sur la logistique, et ainsi de suite. Donc un certain nombre de ces solutions que vous voyez ici résultent d'initiatives de start-up.
On a, je dirais, différents types de solutions. On a des solutions technologiques avec des énergies renouvelables, des nouvelles technologies, comme on peut le voir sur le tableau, la géothermie marine, par exemple, pour les énergies renouvelables. On a aussi des solutions qui vont aider à faire évoluer les comportements des consommateurs. Par exemple, des petits logiciels, des outils de simulation qui permettent tout simplement de voir où on peut faire des économies d'énergie dans son logement, de choisir la meilleure chaudière par exemple, ou de bâtir un pré-programme de rénovation de son logement en identifiant. Est-ce que vous pouvez me dire le nom, quel nom de fonction donc, bonjour, bienvenue sur le stand d'Engie. Je suis Hervé Casterman, directeur environnement de Engie. Alors la présence d'Engie au sein de ce lieu, c'est la COP21 qui a lieu en ce moment, donc qui est un grand espoir pour toute l'humanité d'un accord ambitieux sur le climat. L'opération Solution COP21 vise à montrer des solutions, qu'il existe d'ores et déjà des solutions accessibles au grand public. Et donc Engie a choisi d'être présent parce que nous sommes engagés dans la lutte contre le changement climatique depuis des années, et des solutions existent déjà, et il est important de pouvoir les montrer pour créer une envie chez le consommateur, chez le client, chez le citoyen, de montrer que toutes ces solutions, elles sont nombreuses. Elles concernent aussi bien la technologie que les possibilités de financement ou les possibilités de faire évoluer son comportement. Alors, la raison de notre présence au Grand Palais, c'est de montrer que les solutions existent. C'est important parce que ces solutions, aujourd'hui, elles sont nombreuses, mais elles restent trop souvent à l'état de pilote, à l'état de projet. Et la lutte contre le changement climatique est une course qu'il faut mener contre l'évolution du climat. Il faut aller vite. Et donc, il est important de pouvoir déployer très rapidement ces solutions. Et ça passe à la fois par des réglementations qui permettent de développer ces solutions, mais aussi par une demande des consommateurs. Encore faut-il qu'ils aient connaissance de ces solutions. Donc le stand vise à montrer une large palette de solutions existantes qui seront sur le marché demain, voire qui le sont déjà aujourd'hui. Alors, je vais vous donner deux exemples de solutions. Un premier exemple sur les énergies renouvelables, on parle beaucoup de l'éolien et du solaire. La géothermie marine, c'est une énergie renouvelable de demain. Il faut savoir qu'à peu près 40% de la population mondiale vit dans les zones côtières, à moins de 100 km de la mer. Et la géothermie marine, en exploitant les différences de température entre le fond de la mer et la surface, permet de créer de la chaleur ou du froid. Et donc on a des expérimentations en cours, par exemple pour un quartier, une zone d'activité à Marseille, sur 500 000 m² de bâtiments, qu'on va pouvoir chauffer et climatiser grâce à ces différences de température dans la mer. Autre exemple de solution, là sur un tout autre domaine, des solutions pour aider les consommateurs à modifier leur comportement et à faire des économies d'énergie dans le bâtiment. Donc des outils de simulation qui sont accessibles en ligne et qui permettent à tout un chacun de voir quels sont les leviers sur lesquels il peut jouer dans son logement pour améliorer sa consommation. Et certaines personnes sont assez critiques justement par rapport à des projets de Engie à l'international, comme les barrages, souvent parlé en Amazonie, qui pour le coup ont un impact assez négatif sur les populations et l'université. Quelle est un petit peu justement la réponse de Engie? Alors la première chose, c'est que toute énergie a des impacts, quels qu'elle soit, des impacts environnementaux, voire des impacts sociétaux. Donc Engie est aujourd'hui positionné sur une large palette de technologies et de solutions. Il faut savoir que sur chaque projet, on a dès l'amont une démarche qui prend en compte les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Par exemple, pour les impacts environnementaux, et puisqu'on est là aujourd'hui essentiellement pour parler de climat, on utilise un prix du carbone qui permet de choisir nos projets et de tenir compte des émissions afférentes à chaque technologie. Donc chaque projet est accompagné aussi sous un angle sociétal. Donc on a une démarche de dialogue avec les parties prenantes, les riverains, mais aussi les autorités locales, des associations de consommateurs, pour discuter des différents enjeux environnementaux, qu'il s'agisse de biodiversité, de rareté des ressources, de climat, mais aussi pour discuter des enjeux sociétaux.
Donc on aide. Ce n'est pas nous qui définissons les moyens mis à disposition des riverains, par exemple, en accompagnement de nos projets, mais c'est discuter avec nos parties prenantes. Le cas concret, par exemple, un barrage qui s'est connu pour lequel tout un fleuve en fait perd sa biodiversité, une résistance amérindienne et aujourd'hui en place, il y a un certain nombre de lieux. Engie est présent, quel serait-il que sur des projets comme ça, Engie puisse être présent? A priori, on pense que c'est alors, je n'ai pas de connaissance de barrage où on perd la biodiversité. Comme je disais, il y a des impacts. La biodiversité, c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Donc, on a une véritable démarche de prise en compte de la biodiversité sur tous nos projets. On travaille avec des experts externes, avec des écologues, avec des associations pour la nature, pour la sauvegarde des espèces, et on définit un certain nombre de solutions qui permettent de prendre en compte ces impacts. Donc par exemple pour les poissons, on a des passes à poissons, tout ça est discuté avec des experts scientifiques qui nous assurent qu'on a respecté ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire qu'en amont du projet, eh bien, on choisit les options en fonction de la capacité à éviter ces impacts. Ensuite, quand on a défini le projet, on réduit les impacts en mettant un certain nombre d'aménagements en place. Et puis pour les tout derniers impacts qu'on n'a pas pu éviter ou réduire, on fait de la compensation en permettant de la création de biodiversité dans d'autres espaces. Mais tout ça, comme je le disais, avec des scientifiques, parce que ça n'est pas notre métier, et donc tout ça se fait en partenariat. Et c'est vrai aussi bien pour des projets de barrages que pour des projets de centrales solaires, des projets d'éolien et autres. Toute activité humaine a un impact sur la biodiversité. Les activités de l'énergie, bien évidemment, en ont aussi. Alors, comme je dis, je ne vois pas à quel barrage vous faites allusion. Les démarches, nous ne sommes pas experts des questions locales ou de questions de biodiversité. Et c'est pour ça qu'on fait systématiquement ces projets en partenariat, sous forme de dialogue avec les parties prenantes. Et pour nous, cette question de... quand on investit sur de la production énergétique, on investit sur un certain nombre d'années. Ce sont des installations qui ont une durée de vie relativement longue. Donc on ne conçoit pas de réaliser un projet s'il n'est pas conçu en dialogue avec les parties prenantes. Parce qu'on mettrait en cause la viabilité du projet à terme. Donc on s'entoure de toutes les... je n'ai pas de connaissance de projet qu'on aurait mené à son terme et qui fasse l'objet d'une opposition de l'ensemble des parties prenantes. Après, il n'y a jamais un projet sur lequel on a l'unanimité. Les impacts sont tellement nombreux, comme je disais, et puis la perception des différentes parties prenantes aussi varie en fonction de ses propres enjeux, de ses propres besoins. On n'a jamais une unanimité, quel que soit le domaine, mais ça c'est tout simplement humain. Moi qui suis dans le domaine de l'énergie depuis des années, comme je disais, chaque énergie a ses impacts. Et très curieusement, quand on a commencé il y a maintenant plus de 10 ans, oui, ça a commencé il y a un peu plus de 10 ans, à développer des projets de photovoltaïque qui étaient à l'époque très expérimentaux parce que ça coûtait extrêmement cher, ou voire d'éolien. On a été très surpris de voir que c'était très compliqué d'implanter des projets de photovoltaïque ou d'éolien parce qu'il y avait des tas de contestations. Et très souvent de riverains ou pour des questions de biodiversité. C'est aussi une peur parce que la technologie n'est pas connue, puis il y a une peur de l'inconnu. Mais quel que soit le type de technologie que vous employez, il y a toujours des difficultés.
Après, il y a la question de l'énergie est complexe, c'est tout un système. Il y a la question de la densité énergétique et le fait que même si, tant mieux pour nous, demain le photovoltaïque sera, on pense, assez rapidement compétitif par rapport aux énergies comme le charbon, eh bien, il y a cette question de densité énergétique, c'est-à-dire que vous prenez 1 litre de pétrole, de fioul, vous prenez les kilos de charbon, il faut énormément de surface. For me, please. The challenge of living with climate change is that we need to also embrace the idea that there are limits. We can't, we could just as easily design a moon base, but is it something that's really going to be something that will carry us forward into the future? Des villes sur la Lune. Jean-François Caron, une réaction et l'architecte est-ce que... Je crois que c'est utile parce qu'on va en tirer beaucoup d'expérience, mais n'oublions pas une chose, c'est une ville sans eau, il n'y a pas d'eau. Combien de temps ça dure ça? C'est compliqué. Rob Hopkins, pour conclure ce débat passionnant. Yeah, I think when I look at that, as children we would always rather have a shiny new toy than maybe one that came from somebody else that they had played with first. And all across Europe, everywhere, we have cities that are really struggling, people living in poor quality housing, people living in cities where the economies are falling to pieces, and yet we dream to build mad cities in the desert and at the bottom of the ocean, like my friend says. We need to work with what we have, we need to apply that creativity to how we live better in the places where we live today, not in some fantasy future world. Merci à vous quatre sur ce premier débat du 12-14. So we're here in the Grand Palais. I've just been taking part in a session, so I haven't had a look around yet. I know that for many people I know in the more activist community, this place is seen as being quite controversial. This is a place, a sort of greenwash place. And for me to come here, there was some discussion about whether I should be coming here. But for me, it's really important that we bring ideas from the wide spectrum into the space so those conversations take place. J'ai voulu que le président aille. My name is Rob Hopkins, I'm from the Transition Network and from Transition Town.net, and I'm here because I was just participating in a televised debate thing here. Well, greenwashing is really when a company who don't have a very good environmental track record or commitment to those issues pretends that it does. And I've only just arrived here, so I haven't had a look around, but I imagine that there's quite a lot of that happening here today. I think it's really important also when we talk about greenwashing as well, that we recognise that there are some companies who are genuinely making some steps. And I think it's really important that we are able to point out greenwashing when we see it, but that also if every time a company makes any steps we say, no, it's greenwashing, then they will not progress and make the changes they need to make. So it feels important to me that there's a balance, we need to encourage them as well sometimes. My sense is that while it's really important that they make a good decision at COP21, we should also recognise that a low-carbon economy is now inevitable. For many years, environmentalists, we talk about the tipping point. When is the tipping point when a low-carbon economy becomes inevitable? That tipping point is behind us now, I think. And we will start to see a momentum. So for me, I look at what is happening in COP21. An agreement is important, but the world is changing so quickly anyway. And I think it's a really exciting time to see that happening. What we try and do in Transition is to inspire communities with positive stories. To say change doesn't always just have to come from companies like this or from the people at Le Bourget at COP21. Change starts with everybody here in the place where they live. And the strategies, the solutions, the tools, we have all that stuff. And we're seeing all around the world people
discovering that taking those steps makes them happier, healthier, more connected, new businesses. That's the future, and it's the future that will happen regardless of what is decided in Le Bourget, and will happen regardless of some of these companies. Well, I've only just arrived, so I haven't managed to have a look around yet, but I imagine there are many companies here who are painting themselves with green paint that they really don't deserve. And I think it's really important that when we see that, we question that and we challenge that, because what's at stake here is the future of our species, and not the short-term profit of companies. The companies we need in the future will be more local, more resilient, more community-owned, aimed at directing profit not to the 1% but to everybody else, and that's really what we should be looking for in the companies that we find here. Thank you very much.
Lille, pas Lyon. Lille métropole. Moi j'étais à Lyon. Il faut un rapport développement durable qu'on n'a jamais en avoir. C'est ça. Ça, c'est utilisé par les... On imaginait une autre. Providing a system, so to say, that can allow us to collaborate. D'accord. Moi j'ai fait en sorte que vous puissiez justement... Voilà, merci.